vous allez bien et je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo sans illustration parce que j'avais vraiment envie de refaire un petit point sur la vie du troupeau, sur le cheval tel qu'il est à l'état sauvage. Parce que les chevaux à l'état sauvage, ça n'a vraiment rien à voir, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, avec nos chevaux domestiques. Même s'ils vivent en prairie, même s'ils vivent en troupeau, ça ne peut jamais ressembler à ce que c'est vraiment dans la nature. Et pourtant, même si les chevaux domestiques ne se comportent pas comme les chevaux sauvages, quand un cheval a un problème de comportement, on va souvent rechercher quel aurait été le comportement au naturel. On va se référer à ce comportement-là pour essayer de comprendre et de trouver une solution. Et c'est aussi important de se référer à ça pour savoir un petit peu comment les chevaux réfléchissent, comment les chevaux voient les choses, et donc comment au final ça peut être très compliqué pour eux de s'adapter à ce qu'on leur propose comme milieu de vie. Donc je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos parce que je parle régulièrement de ce sujet, mais je vais spotter quelques petits points que je n'ai pas encore complètement couverts. Dans la nature, on a toujours un étalon qui va vivre avec un groupe entre 2 et 4 juments. Et donc le job de l'étalon, c'est vraiment un job à plein temps. Il doit vraiment garder ses juments auprès de lui, et le but également, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec ses juments. Il va évidemment repousser les étalons célibataires qui vont essayer de venir prendre ses juments, mais surtout, il doit faire en sorte que les juments aient envie de rester. Elles ne sont jamais forcées, elles peuvent à tout moment quitter le groupe pour rejoindre un autre étalon. Et donc c'est toujours dans cette idée, de nouveau, de pouvoir d'attraction. Il faut qu'il donne envie aux autres de rester avec lui. Donc il ne les force pas, il n'est pas dans la pression, il est vraiment dans l'attraction. De nouveau, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, des comportements de dominance il y en a, oui, surtout au niveau de la protection des ressources. Sinon, les chevaux sont toujours globalement dans cette recherche d'harmonie pour le bien-être du groupe. Ils sont vraiment dans cette écoute pour arriver ensemble au bien-être global. Également dans la nature, tout ce qui est élimination, crottin, urine chez les étalons, ça se fait jamais par besoin. C'est surtout un moyen de communication. Les étalons vont faire leur crottin sur les crottins des autres mâles et ils vont également uriner sur les crottins et l'urine des autres juments pour masquer leur odeur. Le sevrage également, ça je vous l'avais déjà dit, se fait en 2 temps. On a toujours le sevrage alimentaire et puis le sevrage social. Le sevrage alimentaire se fait souvent quand la jument a un nouveau poulain. Et le sevrage social, ça va être plutôt vers 2-3 ans, jusque là le poulain va rester avec sa mère, va continuer à entretenir des liens, et ce jusqu'à ce que les poulies aient leur première chaleur, et jusqu'à que les étalons, eux, décident de rejoindre un autre groupe de mâles célibataires. Et donc le fait que ce se passe en 2 temps comme ça, c'est ce qui permet vraiment d'apprendre la vie sociale. Et donc vont se former, à côté de ce groupe d'étalons avec des juments, des groupes plutôt familiaux, vont se former des groupes d'étalons célibataires. Et les mâles célibataires entre eux, c'est vraiment très important. Donc il n'y a pas seulement le contact avec la mère, le contact avec le troupeau familial qui est important pour les mâles, mais également le contact avec ces étalons célibataires, avec ce groupe de mâles où ils vont vraiment tout apprendre de la vie. Ils vont apprendre les codes entre mâles, ils vont faire des simulations de combat, etc. Ils vont apprendre aussi à gérer leurs émotions, à gérer la frustration, tout ça ensemble. Et donc là, on comprend très bien que c'est clairement ce qui a manqué à Abantos. Parce que lui, la frustration, les émotions, c'était clairement pas ça. Et donc ça peut durer jusque 4-5 ans, donc c'est vraiment très long. Ils vont construire dans ce groupe leur futur rôle, en apprenant la gestion des émotions, la gestion de la frustration, la gestion des tensions. Et ces mâles, ils peuvent soit décider de rejoindre et de former un groupe familial avec des juments, ou de rester étalons célibataires. Il y a des étalons qui restent célibataires toute leur vie et qui restent dans le même groupe ou dans différents groupes d'étalons célibataires. À tout moment, un cheval qui est étalon dans un groupe familial peut revenir dans un groupe d'étalons célibataires. Donc on voit que les groupes sont très mouvants. On a des individus qui au final restent très libres et qui peuvent à tout moment changer de troupeau. Pareil pour les juments, comme je vous le disais, elles ont vraiment leur libre arbitre. C'est elles qui choisissent si elles veulent suivre ou non l'étalon, si elles veulent changer de groupe, à plusieurs ou même seules, pour suivre un autre étalon. Donc clairement, le pouvoir des étalons n'est pas absolu. Et d'ailleurs, chez les étalons peu expérimentés, on peut observer des comportements un peu très agressifs, pas très respectueux, qui vont réclamer un petit peu trop les juments, et qui vont avoir ce comportement de conduite avec la tête vers le sol. Ça, c'est vraiment le comportement où un cheval va venir conduire les autres, les ramener vers le troupeau pour éviter qu'un membre s'éloigne trop du groupe. De nouveau, si ces comportements sont faits systématiquement dès que quelqu'un s'éloigne à peine à 1 mètre et de manière un petit peu trop agressive, de nouveau, ça ne va pas être apprécié.
Et voilà, c'est vraiment le reflet d'un manque d'expérience. En général, un cheval expérimenté qui n'a pas de tension va être plutôt respectueux et d'une grande égalité d'humeur. De nouveau, les chevaux qui vont être plus leaders dans la hiérarchie, ce sont les chevaux beaucoup plus calmes, très respectueux, très doux dans leur façon de demander les choses. Et donc si tout ça vous intéresse, parce qu'il y a énormément de choses à dire, à observer sur la vie des chevaux sauvages, il y a l'association TAC, et je vous mets les liens en description, qui se situe dans le sud de la France et où on peut observer les chevaux de Przewalski complètement à l'état sauvage. Et là c'est vraiment passionnant parce qu'on peut alors vraiment se rendre compte à quel point les interactions des chevaux sauvages sont complètement différentes de nos chevaux et sont beaucoup plus riches. D'ailleurs les chevaux de Przewalski ont 66 chromosomes alors que nos chevaux n'en ont que 64. C'est également un petit peu différent à ce niveau-là aussi. Et donc si ce sujet vous intéresse, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment d'aller observer ces chevaux directement sur place. Et donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse, je peux très bien vous emmener avec moi et vous filmer tout ça. Comme je viens de vous le dire, les chevaux choisissent leur lien. Il n'y a rien qui leur est imposé, ils ne se sentent jamais obligés de rester dans un troupeau, de garder un nouveau venu, rien ne leur est imposé. Et donc on se rend compte que nous, on impose beaucoup de choses. C'est nous qui décidons quel cheval se met avec quel cheval au pré. Et c'est pour ça que la question d'intégration dans le troupeau peut être une question vraiment épineuse. Souvent on va mettre un cheval directement dans un troupeau avec 3-4 autres équidés, ça marche pas du tout, il se fait courser, il se fait chasser, ça va pas du tout. Déjà parce qu'il faut toujours pouvoir permettre au cheval de pouvoir se retirer de n'importe quelle interaction. Et souvent les prés sont trop petits. Quand je parle de pouvoir se retirer, ça peut vraiment se parler en hectares et en hectares. Parce que la règle entre chevaux, c'est pas trop près tant qu'on ne se connaît pas. Et donc ça, des chevaux qui ne connaissent pas forcément les codes, qui n'ont justement pas eu toute cette éducation sociale en troupeau, comme je vous en parlais juste avant, on a des chevaux qui vont aller directement de but en blanc vers les membres du troupeau, il va y aller directement, sans respecter les phases d'approche, et du coup là clairement ça va mal se passer. Parce que l'approche doit vraiment se faire de manière progressive. Souvenez-vous, quand j'avais abordé la jument qui ne voulait plus se laisser attraper au licol dans le pré, je vous avais parlé de négociation de l'approche, de négociation ensuite du contact. La règle est la même avec nous, pas trop près tant qu'on ne se connaît pas. Et donc j'approchais cette jument petit à petit en demandant à chaque fois son accord, je soufflais à chaque fois pour mettre de la décontraction, elle m'en répondait également par moments en soufflant. J'étais vraiment dans cette discussion de est-ce que je peux m'approcher, est-ce qu'on est d'accord, et vraiment de cette négociation de l'approche. Et ça c'est ce qu'ils font entre eux. Et souvent, quand on fait des intégrations, on met les chevaux directement ensemble, dans un espace trop petit, ils ne peuvent pas se retirer si l'interaction se passe mal. Et puis surtout, on met des chevaux ensemble qui n'ont pas forcément les codes, et qui vont donc peut-être aller de manière très impolie vers le nouveau groupe. Donc en général, pour qu'une intégration se passe bien, il faut commencer, surtout si on a un petit espace, en faisant rencontrer le nouveau cheval avec chaque membre du troupeau, un à un, séparément. Et le mieux est de commencer évidemment avec la jument dominante du troupeau existant. Donc le nouvel individu, on va le mettre en présence d'abord tout seul dans un espace séparé du reste du groupe avec la jument dominante. Ça peut évidemment crier un petit peu au début, c'est normal. Plus le nouvel individu va être respectueux dans son approche, plus le nouvel individu va également être d'accord avec la hiérarchie qui est déjà en place, plus ça va être facile. Moins il est d'accord, plus il va y avoir des discussions. Ça peut être impressionnant, mais le mieux c'est d'attendre quand même un petit peu que ça se calme. Une fois que c'est calme, on peut mettre ce nouvel individu avec un autre membre du groupe seul. Ensuite on change, de nouveau avec un autre membre du groupe seul à seul, et à chaque fois jusqu'à ce que ça se calme. Et une fois que le nouvel individu a rencontré séparément chaque membre du groupe, là on peut le mettre directement avec tout le groupe. Et donc voilà, plus on a un cheval qui est bien dans sa tête, qui est relâché, qui n'a pas de tension, mieux ça va évidemment se passer. Donc quand je vous parle dans toutes mes vidéos de l'importance du relâchement de la tension, c'est même important pour la vie du cheval en troupeau. Parce qu'un cheval qui a des tensions, ça veut dire qu'il est déjà dans le non, il est dans la non-communication. C'est comme vous, si vous êtes tendu, vous n'êtes pas prêt à avoir une communication claire et précise. Vous êtes plutôt sur la fuite, voire sur l'attaque. Vous n'êtes pas ouvert. Et donc un cheval détendu est un cheval ouvert qui peut communiquer pleinement, qui peut utiliser tous les outils de relâchement qu'il a à sa disposition naturellement. Et donc même au sein d'un troupeau, il y a des réseaux à l'intérieur qui vont se faire par affinité. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie claire et nette, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, tout va dépendre des tâches. On va avoir un qui va guider plus pour l'eau, un plus pour la nourriture, un qui va cartographier l'espace,
Et puis chacun va également à son tour surveiller l'environnement, ça vous savez que c'est très important. Et donc voilà, toujours dans cette harmonie, ils vont se proposer des choses jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord. Il n'y a pas forcément toujours une montée en phase, ça c'est l'humain qui aime beaucoup voir ça. La montée en phase jusqu'à que le cheval bouge, même entre eux c'est pas ça qu'ils font. Et pourquoi? Des fois on me dit mais si moi dans mon pré c'est ça que j'observe, parce que de nouveau ce sont des chevaux domestiques et ce sont des hiérarchies qui sont guidées par la tension. Ça veut dire, comme je vous le disais il y a quelques secondes, qu'il y a de la tension et tant qu'on n'a pas décontracté, on ne peut pas avoir une conversation apaisée. Et ça, chez les chevaux domestiques, c'est pratiquement systématique. On a des chevaux tendus, on a des chevaux contractés, on a des espaces trop petits. Et donc, on a des chevaux qui, en effet, montent en face, qui, en effet, se font bouger parce qu'ils sont tout le temps dans la tension et donc ils sont tout le temps en train de crier. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est tellement leur rendre service de les mettre ensemble, comme ça, dans un grand troupeau, si dans un espace pas assez grand, s'il y a beaucoup de tension à côté? Voilà, de nouveau, le troupeau, c'est pas la solution à tout. Moi, j'ai vu des chevaux en troupeau vraiment très malheureux. Des fois, des plus petits groupes, 2 ou 3, ça peut être mieux qu'un grand groupe de 20 chevaux, parce que de nouveau, on ne reproduira jamais les conditions au naturel. Et moi, ce que j'observe souvent dans les troupeaux, soi-disant au plus naturel possible, c'est, comme je vous le dis là, des hiérarchies de stress. Très important aussi, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est du regard. Ça, vous savez, c'est un thème que j'aime beaucoup. Il faut savoir que les chevaux dans la nature, ils se reconnaissent d'abord visuellement, avant de se reconnaître olfactivement par l'odeur. Donc c'est pour ça que des fois quand on met une couverture à un cheval et qu'on le remet au troupeau, il peut y avoir un petit moment de stress, un petit moment de qui c'est celui-là, parce que ça passe par la vue avant de passer par l'odeur. Également, il y a beaucoup d'écoles qui disent on ne travaille pas avec le regard c'est une pression, ça peut l'être en effet, je vous en ai déjà parlé de comment apprendre à travailler avec le regard avec un cheval pour qui c'est une pression. Par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans la nature, les chevaux utilisent le regard. Les chevaux se regardent également certaines choses, ils parlent avec le regard. Et oui, ils se regardent. Donc de dire que regarder le cheval, ça va lui mettre une pression, pas forcément. Si vous avez, comme je vous l'avais déjà dit, une demande, une pression dans votre attention, là votre regard va devenir une pression. Mais si vous avez un regard apaisé, un regard de cheval, un regard qui balaye, vous pouvez très bien regarder votre cheval dans les yeux et lui faire passer énormément d'émotions, d'informations. Eux font ça entre eux pour se faire passer des émotions. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es pas bien? Se faire passer des infos, c'est pas forcément pour une demande. Les chevaux, oui, vont se regarder même dans les yeux pour se passer des infos, pour comprendre comment l'autre se sent. Et moi, clairement, la première chose que je veux faire pour apaiser un cheval, c'est aussi avoir son regard dans le mien pour lui dire « Ah, viens, on s'apaise ensemble ». Je ne peux pas l'apaiser si son regard il est là-bas. J'ai besoin qu'il soit dans mon regard pour qu'il ressente aussi mon apaisement profond. Et tout ça, évidemment, il faut que ce soit dans le rythme du cheval, comme je vous le dis souvent, un rythme beaucoup plus lent. On a toujours tendance à vouloir être trop pressé et c'est ça qui met de la pression plus que le regard. Et d'ailleurs, le regard est très important. Dès qu'on veut montrer quelque chose de nouveau au cheval, on passe par le regard, puis par l'odorat. On peut nous aussi faire passer plein d'infos au cheval en regardant un objet pour lui dire hop, je regarde ce cône, on va aller jusqu'à ce cône, je regarde au-delà, on va aller au-delà de ce cône. Ou comme je vous l'avais déjà dit, je regarde le licol, puis je te regarde toi cheval pour te dire tiens, le licol, je vais aller te proposer de le mettre. Ça, c'est vraiment faire une phrase. Comme la phrase où je vous disais, on tend la main vers le cheval, on tend la main vers le nez, et ensuite on pointe la direction où on veut aller avec les pieds. Pareil, avec le regard, avec la tête, on peut pointer notre sujet de conversation. Les chevaux font ça entre eux, ils se montent du regard, ils se pointent de la tête l'endroit où ils veulent aller. Ils vont se regarder, comme je vous ai dit aussi, dans les yeux pour savoir qui c'est qui guide. Est-ce que c'est toi qui guide? Est-ce que c'est moi qui guide? Ils ont besoin de se regarder pour savoir ça. Et la première chose à avoir avec un cheval, c'est le regard. Il faut avoir le regard sur nous. La puissance du regard peut varier d'un cheval à l'autre. Plus un cheval a du charisme, plus un cheval a de la présence, plus il va avoir un regard fixe, moins flottant. Plus le cheval va être un petit peu plus timide, timoré, plus il aura un regard flottant, vraiment de proie. Et ça, c'était Domino. Et ça, j'avais parlé avec quelqu'un qui me disait également que
Cette personne avait remarqué que les trotteurs avaient beaucoup de présence dans le regard, et c'est vrai que Domino, elle avait un regard très fixe, elle regardait les choses, elle analysait les choses, elle posait vraiment le regard sur moi, mais aussi sur les situations, elle n'avait pas ce regard flottant. Abentos, par exemple, si on compare, lui a un regard très flottant. Il regarde un petit peu par-ci, par-là, il vient sur moi, il repart ailleurs, il revient sur moi. Il a vraiment ce regard de cheval plus traditionnel. Domino, elle avait ce regard presque de prédateur par moment. C'était vraiment très impressionnant. Et ça aussi, de nouveau, ça se travaille, hein, parce que par le travail, on a un cheval qui va gagner un petit peu plus en assurance, on l'a vu d'ailleurs avec Abentos, et qui peut du coup gagner un petit peu comme ça dans cette façon de poser son regard. Et ça, la façon dont le cheval pose son regard, ça dit énormément de choses sur sa personnalité. Et ça, bah voilà, on le voit tout de suite. Des fois on dit ah, ce cheval, il a l'air de comprendre, il a l'air intelligent, et bah ça vient de la façon dont il pose son regard. Donc observez un petit peu vos chevaux et dites-moi en commentaire quel type de regard ils ont. S'ils ont un regard plutôt appuyé ou plutôt flottant. S'ils ont vraiment un leadership inné ou non. Et donc travailler avec le regard, ça nous oblige aussi, une notion dont je vous parle régulièrement, à travailler vraiment avec des gestes en conscience. Comme je vous le disais, à mettre la bonne intention derrière chaque chose. On va regarder la brosse, on va regarder l'endroit où on veut brosser, on va regarder les yeux du cheval pour lui dire est-ce qu'on est ok. Et on va vraiment faire passer à chaque fois une intention très claire, avec une émotion de joie, une émotion de calme derrière tout ça. Et donc c'est pour ça que pour réussir à faire ça, il faut être dans cet instant présent et vraiment faire chaque chose en conscience. Regarder sa brosse, regarder l'endroit où on veut brosser, regarder son cheval. Et pas regarder sa brosse, regarder derrière nous ce qui se passe, regarder un petit coup son pied, redire ah mince où j'en suis, je regarde ma brosse, je regarde mon cheval, ah merde j'ai oublié de regarder l'endroit où je veux brosser, et c'est le bordel. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser, de ralentir notre rythme et de se dire ok, je fais attention où je pose mon regard, avec quelle intention. Et là on va devenir très clair pour le cheval. Mais c'est très compliqué pour nous, parce qu'on a tendance à gigoter, on a tendance à regarder partout. Parce qu'on passe pas d'une idée à l'autre, on change de sujet comme de chemise. Et il faut apprendre à se poser un petit peu plus et aller jusqu'au bout des choses en conscience. Il faut savoir aussi que tout ce qui est touché est le sens le moins développé pour le cheval. Donc même si ce sont des êtres très sensibles, ils sont surtout dans le ressenti et le visuel est très important comme je vous l'ai déjà dit. Et donc j'en viens à ce dernier point qui est vraiment primordial, la communication à distance avec le cheval, c'est la communication la plus profonde. L'humain a toujours besoin d'être dans le contrôle dans la proximité, d'avoir le cheval au bout de la longe, d'avoir le cheval à côté de soi, mais le cheval par la façon déjà dont ses yeux sont positionnés, n'est pas forcément à l'aise avec nous à côté, parce qu'il ne nous voit pas bien. Alors que si on est loin, là il nous voit bien. Alors évidemment, si on est à 10 km, là on sera complètement flou, parce qu'il n'a pas non plus une excellente vue, mais voilà, entendons-nous, une dizaine de mètres, c'est pas mal pour aborder un cheval. Avec des gestes en conscience, avec la façon claire dont on pose son regard, on peut faire passer énormément de choses et dans la décontraction. Souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite dans le travail en proximité, et c'est là qu'on va mettre des tensions. C'est pas la chose la plus aisée chez le cheval, et de nouveau, comme je vous le disais en début de vidéo, l'approche, le contact, ça se négocie. Pas trop près quand on ne se connaît pas. Donc si j'arrive, je connais pas le cheval, et bam, je viens tout de suite travailler en proximité, chevaux domestiques, donc de nouveau, voilà, ils vont se mettre avec moi, ça va se passer. Mais, si on veut le plus possible respecter le rythme naturel, on commence de loin. Ça permet aussi au cheval, et ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, de nous observer, de voir notre faciès, si on est content, comment on se comporte. Ça lui permet d'analyser sans stress, alors que si on est déjà trop près, il ne peut pas faire cette analyse. Il n'est pas dans une zone de confort par rapport à nous. C'est un petit peu comme avec un objet inconnu, on commence dans la zone de confort très loin. Et bien avec l'humain c'est pareil. Ça va lui permettre ensuite d'anticiper un petit peu plus nos réactions, parce qu'il aura déjà observé comment on fait de loin, et donc de se rassurer. Et de nouveau, le langage, c'est pas juste un geste, un code qu'on va apprendre, c'est beaucoup plus que ça. C'est ce qu'on va transmettre dans le regard, c'est les intentions qu'on va transmettre. Et les gens ont toujours tendance à me dire mais quel geste je fais, mais quel code je mets. Non. La question c'est où tu places ton regard, à quel moment tu respires, et surtout, qu'est-ce que tu observes chez ton cheval. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'illustrations, mais si la proposition que je vous ai faite par rapport à l'observation des chevaux sauvages vous tente, n'hésitez pas à me revenir et donc vous aurez peut-être un jour un petit peu plus d'illustrations. En attendant, je me fais une joie de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.